Bienvenue donc avec cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyridandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les Rwandais étaient invités à participer aux travaux communautaires de tous les samedis du mois et ils étaient nombreux à participer donc en faisant les terrassements de terrain, également l'érosion pour protéger contre l'érosion du sol. Nous nous rendons tour à tour à Kigali et dans les autres villes du pays. Les habitants des provinces du Nord, du Sud et de l'Ouest dépendent de la route Musanze-Vunga-Ngororero-Muhanga pour leur subsistance. Le gouvernement a dépensé 14 milliards de francs rwandais pour reconstruire les ponts Ruwagawaga et Satinski qui ont été détruits et cela fait 3 ans qu'ils ont été reconstruits. Cependant, il y a du sable sous les ponts, ce qui soulève des inquiétudes. Pour protéger ce pont, les habitants de la région ont creusé des fosses anti-érosives pour diminuer la quantité de l'eau qui se déverse dans la rivière en emportant aussi trop de boue et de sable. Nous allons fournir plus d'efforts pour que les saisons des pluies trouvent que nous sommes prêts à combattre ce sable qui détruit nos infrastructures. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi, Jean-Marie Vianney, a invité la population à ne pas baisser de garde, mais de continuer plutôt à sauvegarder l'environnement en protégeant le sol contre l'érosion. Nous invitons la population à garder à l'esprit que plus on ne lutte pas contre l'érosion, plus les ponts sont détruits, ce qui entrave le commerce et la perte de beaucoup d'argent qui a été dépensé pour la construction de ces infrastructures. La solution consiste donc à commencer par la cause première du problème. Une autre chose est de demander à ceux qui font l'extraction minière de suivre les instructions. Ils ont signé des accords qu'ils préserveront les infrastructures et l'environnement. Nous invitons donc les autorités des instances de base à poursuivre ceux qui travaillent dans les mines qui ont détruit les infrastructures pour être tenus responsables et reconstruire les ponts avant de reprendre l'exploitation minière. Ce sont les accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Dans tout le pays, la lutte anti-érosive a concerné une superficie de 587 000 hectares de terre, des terrasses radicales construites sur plus de 21 000 hectares et la plantation d'arbres sur plus de 58 000 hectares. Voilà donc c'est dimanche, 48 millions de Français étaient appelés aux urnes en vue d'élire leur président entre le président Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen. Le taux de participation était de 26% depuis à la mi-journée. Et donc nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios un expert en communication, Victor Hindi. Bienvenue à ce journal. Bonjour Patrick. Vous suivez de près la politique française et l'évolution de ce scrutin qui a commencé avec le premier tour qui s'est achevé avec 2 candidats qui étaient donc pressentis pour participer au second tour. Il y a le président sortant Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen. Vous qui avez suivi l'évolution de ce scrutin, comment avez-vous interprété ce qui s'est passé en ce moment-là ? Le premier tour de l'élection présidentielle en France a quand même reflété un taux d'abstention toujours assez inquiétant. Et au cours de ce deuxième tour, vous avez souligné qu'à midi, c'était à 26% de participation. Ce chiffre pourrait grimper et atteindre des niveaux relatifs au sursaut républicain de ceux qui se sont abstenus, notamment dans la communauté des Français de l'étranger, qui ont majoritairement 65% se sont abstenus lors du premier tour des élections présidentielles. Comment on peut expliquer cette abstention aussi record? Chaque année qui passe, il y a de plus en plus d'abstention. Les Français boudent les urnes.
Ils boudent les urnes, mais surtout ils sont loin des problèmes de la métropole et ils ont de moins en moins confiance à la classe politique qui ne tient pas ses promesses. C'est une des premières préoccupations des Français de l'étranger notamment. Et cette taux d'abstention aussi reflète le vote qui était plus destiné aux partis classiques, le PS et les Républicains, qui ont échoué à avoir une adhésion massive des Français, et surtout au parti de la République en marche du président sortant Emmanuel Macron, qui a pu convaincre et surtout désinhiber les Français de se détacher de ces partis classiques et donc d'adhérer à la République en marche massivement. Beaucoup de gens s'interrogent un peu sur cette chute en libre de grands partis comme le PS, le Parti socialiste, et les partis républicains. Comment on peut expliquer cette chute libre? Ce sont des partis qui étaient dirigés par des politiciens classiques, on va dire, qui sont plus des bureaucrates, des technocrates, très loin de la population, même si ce sont des élus locaux. Ils n'ont pas pu convaincre les adhésions des votes de proximité et malheureusement c'est ce qu'a pu faire la République en marche et aussi les partis d'extrême droite comme le Rassemblement national et le parti d'Éric Zemmour qui eux ont eu à parler franchement et surtout à parler à haute voix de ce que les Français pensent en majorité à voix basse. Avant de revenir sur le déroulement du scrutin de ce dimanche, il y a eu ces débats que le monde a suivis entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre les débats qu'il y a eu en 2017 et les débats qu'il y a eu récemment le mercredi dernier? Emmanuel Macron est resté fidèle à lui-même, très arrogant bien sûr, très professoral, mais surtout Marine Le Pen a pu tempérer son propos, faire beaucoup plus de recherches et affiner son attaque envers le bilan d'Emmanuel Macron, notamment sur la dette de la France de plusieurs centaines de milliards, en partie due à la crise de la pandémie, mais également aux défis liés à l'emploi, à la santé que la France a connu ces dernières années. Oui, voyons un peu pour la politique internationale, notamment l'Afrique et le Rwanda. Selon vous, quel est le meilleur candidat pour l'Afrique entre d'une part, le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen? L'électorat en Afrique subsaharienne a, au premier tour, donné son ticket au duo Macron-Mélenchon. Et le Rwanda n'échappe pas à cette équation, puisque au premier tour, les 265 inscrits qui ont au bureau de vote ici au Rwanda ont voté à 48% pour Emmanuel Macron, 32% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est le reflet de à peu près le continent africain. Et aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que cette abstention générale des Français de l'étranger, au Rwanda 50%, pourrait subir un sursaut républicain afin de donner ses chances au candidat Emmanuel Macron, car en face de lui, il y a un renfermement de la France, une fermeture des frontières, une préférence nationale qui n'est pas du tout appréciée en Afrique subsaharienne. Certains observateurs indiquent que la candidate Marine Le Pen ne maîtrise pas beaucoup le dossier international, les dossiers internationaux, notamment l'Afrique, comparativement à son rival pour cette élection, Emmanuel Macron. Oui, le président Macron a cette chance qu'il vient de faire 5 ans en tant que président. Il a la stature. L'actualité internationale, malheureusement, avec la guerre en Ukraine, lui a donné cette stature d'homme d'État, chef de guerre. Et c'est un déficit que Marine Le Pen devrait relever en abordant justement, c'est ce qu'elle fait, des sujets plus nationaux et en évitant les terrains pour elle qui sont encore inconnus de l'actualité internationale. Est-ce que vous avez déjà une idée des tendances actuelles des premiers résultats qui sortent des urnes? Parce que je pense que le résultat sera annoncé à 20h, heure de Paris. C'est la même heure de Kigali aussi. Est-ce qu'il y a déjà des tendances de sortie des urnes? Nous avons une légère avance du président sortant Emmanuel Macron à 53% des estimations, contre 47% pour la candidate Marine Le Pen. Cette tendance pourrait se poursuivre également jusqu'à 20h.
au moment de la fin du vote. Et je pense que le sursaut républicain dont je parlais tout à l'heure pourra aussi faire la différence et permettre au président Macron de maintenir cette légère avance. Oui, à propos de la dernière question à propos de l'abstention, on remarque que les jeunes de moins en moins suivent les débats politiques. Le débat qui est passé mercredi dernier a été pratiquement le moins de 20 ou 30 ans, donc ne suivaient pas beaucoup, ils sont beaucoup plus accros aux réseaux sociaux. Peut-être c'est là qui explique aussi cette abstention d'une grande partie de la population française. Et c'est chaque année, au moment des élections présidentielles en France, on a justement cette abstention au premier tour de la population plus jeune et qui a un sursaut républicain au moment du deuxième tour, car ils ressentent à ce moment-là le besoin d'affirmer cette France républicaine qui est menacée par les candidats d'extrême droite. Merci beaucoup Victor Hindi, vous restez avec nous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste, vous êtes expert en communication et donc nous vous remercions de votre présence ici. Je vous remercie. La suite de cette édition, c'est samedi. Les parents voulaient savoir comment expliquer le génocide à leurs enfants. Ils ont fait appel à l'un des grands écrivains du Rwanda, j'ai nommé Rurangwa Jean-Marie Vianney, qui a écrit un livre qui dit comment expliquer le génocide à ses propres enfants. Cet événement a eu lieu à la Librairie nationale. Suivez ce reportage. Il s'agit d'un livre intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, expliqué à ses enfants », écrit pour les enfants âgés de 12 à 19 ans. C'est l'histoire d'un père qui s'entretient avec ses enfants sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Rurangwa dit avoir écrit ce livre en français et en anglais pour qu'il puisse aider différentes personnes, notamment les enfants. Ce livre, d'abord, est né du café littéraire qui a eu lieu en 2019. Et une étudiante m'a demandé d'écrire un livre qui expliquait le génocide de façon très simple. Alors, ce livre contient des recherches que j'ai faites, des recherches académiques, mais que j'ai simplifiées pour que justement les jeunes aient accès, comprennent mieux le contenu, comprennent mieux le génocide, son idéologie, l'idéologie qu'il a engendrée, et apprennent des valeurs positives sur lesquelles le Rwanda peut bâtir la politique de l'unité, de cohabitation pacifique, de tolérance, etc., de respect de la vie de l'autre, etc. Bon, c'est un livre qui comprend plusieurs parties, parce que les enfants vont d'abord au mémorial de Nyamata, au mémorial de Gisozi, au mémorial de Kigali, au mémorial de Bisesero, pour que les enfants voient les preuves matérielles du génocide des Tutsis du Rwanda, et pour que justement ça ne se répète plus. Il faut que les enfants voient, il faut que les enfants aient en horreur ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus au Rwanda. Ceux qui ont lu ce livre indiquent qu'il a été écrit avec habileté et que le langage que l'auteur a utilisé peut être compris par les jeunes. Le titre du livre, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. Alors, il s'agit d'un père qui explique à ses enfants comment le génocide contre les Tutsis a été planifié, a été conçu et a été aussi exécuté. La spécificité de ce livre réside en son écriture qui est vraiment aisée à lire à travers un dialogue entre un père et ses enfants et à travers des visites sur le terrain de certains sites du génocide sélectionnés et le débat qui s'ensuit après la visite sur le terrain permet aux enfants d'intérioriser toutes les terminologies relatives au génocide, non seulement au génocide du Rwanda mais à l'Holocauste et au génocide des Arméniens. Si l'on trouve encore peu d'écrivains rwandais qui écrivent sur l'histoire du Rwanda, le Forum des écrivains dit qu'il y travaille pour que cette situation change. Notre stratégie est maintenant de trouver des jeunes et d'autres adultes et de les former, de les sensibiliser et de les convaincre qu'écrire des livres est possible.
Il y a des valeurs qui doivent nous caractériser pour que les gens puissent adopter la culture de l'écriture et nous avons l'objectif que dès l'année prochaine, nous aurons au moins 2000 écrivains au Rwanda. Nous sommes en train de créer de nouveaux écrivains et nous espérons que le nombre d'écrivains chaque année augmentera. Le forum des écrivains au Rwanda comprend environ 250 écrivains. C'est donc avec cette actualité en France que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en notre compagnie.